Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il est difficile d'être parent lorsque son bébé est malade, même s'il souffre d'affections typiques comme le rhume, la toux, la fièvre et les vomissements. Ce serait d'autant plus difficile si vous commenciez à remarquer des comportements inhabituels chez votre bébé, comme son ventre qui se gonfle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous parlerons d'un couple dont le ventre du bébé a continué à se développer sans cesse jusqu'à ce que le médecin annonce aux parents une terrible nouvelle. Quelle en était la cause et comment le problème avait-il été résolu? Je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ce qui s'est passé. J'applaudis les mères qui sont vigilantes quant à la santé de leurs enfants. Il est normal que les bébés commencent à montrer des signes de problèmes de santé courants, mais il n'est pas normal que le ventre d'un bébé grossisse sans raison. Voici l'histoire d'une famille de St. James dont le ventre de la fille n'a cessé de grossir. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je fais de l'ombre dans les bois sans jamais y pénétrer. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Vous vous demandez peut-être si la mère a rencontré des difficultés pendant sa grossesse. Eh bien, aucun problème n'a jamais été découvert. On pense que Sarah St. James a eu une grossesse normale et a donné naissance à sa fille, Sloane, en bonne santé. Ce n'était pas son premier enfant, et même son premier enfant n'avait jamais présenté ce signe en tant que nouveau-né. Cela l'a donc prise par surprise. À l'âge de 2 mois, les parents de Sloane ont observé que sa jaunisse augmentait progressivement et qu'elle développait ce qu'ils appelaient un ventre de Bouddha. Malgré le fait qu'elle mangeait bien et qu'elle traversait les étapes de son développement, ses parents étaient inquiets. Selon Sarah St. James et son mari Chris St. James, quelque chose n'allait pas. Il ne faisait aucun doute que Sloane avait besoin d'une assistance médicale à ce moment-là. Plutôt que de consulter leur pédiatre de quartier, ils ont emmené Sloane à l'hôpital pour enfants de Boston pour son rendez-vous à 4 mois. Ils s'attendaient à ce que les médecins arrivent et leur assurent que tout était en ordre. Après avoir jeté un coup d'œil à Sloane, les médecins ont diagnostiqué une atrésie biliaire, une maladie du foie dans laquelle un ou plusieurs canaux biliaires sont anormalement fins, obstrués ou absents. Lorsque cette maladie est diagnostiquée tôt chez un nouveau-né, elle peut être traitée sans chirurgie. Mais la maladie de Sloane avait progressé au point que seule une transplantation du foie pouvait lui sauver la vie. Quoi? C'était la dernière chose à laquelle Sarah s'attendait à penser. Son enfant était maintenant défaillant, et à moins qu'elle ne reçoive une greffe de foie, elle allait mourir. C'est le plus grand choc qu'elle ait jamais eu. Sloane n'était pas née avec une atrésie des voies biliaires. Alors comment l'avait-elle eue? L'atrésie des voies biliaires est un terme médical désignant un trouble dans lequel la bile ne peut pas passer du foie à l'intestin grêle chez les nouveau-nés. La bile est une substance liquide et amère produite et évacuée par le foie. Elle passe du foie à l'intestin grêle par un réseau de structures tubulaires appelées canaux biliaires où elle facilite la digestion et l'absorption des aliments. Chez les enfants atteints d'atrésie biliaire, les canaux biliaires sont obstrués en raison de cicatrices et de lésions. La bile ne peut donc pas passer dans l'intestin grêle. Au lieu de cela, elle s'accumule dans le foie, causant des dommages. Ce qui est intéressant, c'est que personne ne sait ce qui cause l'atrésie des voies biliaires, alors qu'elle pourrait être causée par une inflammation ou un gonflement et des cicatrices dues à des troubles du système immunitaire. Elle pourrait également être causée par un virus, une exposition à des substances dangereuses ou des mutations génétiques. Mais l'atrésie des voies biliaires ne se transmet pas d'une génération à l'autre. Le plus triste est que si l'enfant n'est pas opéré, il mourra presque certainement avant d'atteindre l'âge de 2 ans sans transplantation du foie. Pour Sloane, il s'agissait donc d'une urgence. Si les foies de ses parents n'étaient pas compatibles, où pourra-t-elle obtenir une greffe? Comme elle était en train de mourir, à quelle vitesse cela pouvait-il se faire? Tout cela troublait Sarah. C'est pourquoi elle informa tous ses amis et sa famille et créa même une page GoFundMe pour divulguer la situation de Sloane et la nécessité de trouver un donneur. Lorsqu'ils se sont rendus pour la première fois à l'hôpital pour enfants de Boston, Sarah a déclaré qu'il pensait l'amener pour avoir l'esprit tranquille, mais que cela s'est avéré tragique. Sa jaunisse n'a pas disparu et elle a pris du ventre au même moment, selon St. James. Ils ont probablement été inscrits sur une liste d'attente de donneurs cadavériques, mais la maladie continuait de s'aggraver. Son état se détériorait rapidement, mais trouver un donneur devenait difficile. La procédure pour les donneurs vivants était très stricte. Le donneur devait être un membre de la famille ou un ami, et le don devait être volontaire. Il nécessitait un examen psychologique, en plus de la compatibilité physique.
les risques et les considérations éthiques étaient nombreux, car la technique était extrêmement invasive. La transplantation de foie à partir d'un donneur vivant est une opération chirurgicale au cours de laquelle un morceau de foie d'une personne vivante en bonne santé est prélevé et transplanté chez une personne dont le foie ne fonctionne plus correctement, en l'occurrence Sloan. Alors, qu'arrive-t-il au foie de la personne qui s'est fait couper le sien ? Quelques mois après l'opération, le foie restant du donneur repousse et retrouve sa taille, son volume et sa capacité normale. Simultanément, le morceau de foie transplanté se développe et ramène la fonction hépatique du receveur à la normale. Aujourd'hui, le nombre de personnes en attente d'une greffe de foie dépasse largement le nombre de foie disponibles provenant de donneurs décédés. Alors, où Sloan allait-elle trouver un donneur ? Heureusement, lorsque sa situation s'est répandue parmi la famille et les amis, Jake Tenney, qui se trouvait être un ami proche de St. James, a communiqué l'histoire à son frère, Steve Tenney, qui est venu au secours de la petite fille. Chris et Sarah St. James avaient rencontré Steve Tenney et sa femme Aubrey lors de quelques sorties, mais ils ne se connaissaient pas bien. Le groupe sanguin de Tenney correspondait à celui de Sloan, mais ce n'était que le début d'un long voyage. Les donneurs adultes passent par l'hôpital Leahy de Burlington, dans le Massachusetts, et Tenney était qualifié pour remplir un questionnaire en ligne. Après avoir évalué les réponses de Tenney, l'hôpital Leahy l'a contacté. Monsieur Tenney et sa femme en ont discuté, car il devait s'absenter de son travail de lieutenant de la police locale. Il avait accumulé les heures en prétendant qu'il n'avait jamais manqué un jour de travail. « Heureusement, j'étais dans une situation fantastique », a-t-il poursuivi. Car ma femme et moi en avions discuté et c'était une évidence. C'est quelque chose que vous devez faire en tant qu'être humain. C'est un bébé et vous devez aider un bébé dans le besoin. Auriez-vous agi de la même manière si vous étiez à la place de Tenney et que vous étiez la seule personne à pouvoir sauver la fille? Comment était la vie de Steve Tenney avant cela? Steve Tenney est un homme ordinaire comme le reste d'entre nous. Il a 18 ans d'ancienneté dans la police de Keene et est un vétéran de l'armée américaine. À l'exception d'un ou deux points de suture, il n'a pas consulté de médecin depuis au moins une décennie. À 40 ans, il n'avait jamais été vraiment malade ou passé une nuit à l'hôpital. Il était l'image même de la santé, resté en forme et aidé à l'entraînement du football à la Monadnock Regional High School. Il s'est rendu au centre médical de Cheshire pour des tests préliminaires avant d'être convoqué à Burlington pour un programme de dépistage plus complet, pour le bien de Sloan. En raison de la nature extensive des tests, un seul candidat au don est évalué à la fois. En raison de la maladie de Sloan, un processus qui aurait normalement pris des semaines a été raccourci à seulement 7 jours. Monsieur Tenney s'est rendu à l'hôpital, où il a subi, entre autres, un scanner, une IRM et une biopsie du foie. Des centaines de fioles de sang, selon lui, ont été prélevées par les médecins. Dans le cadre de la transplantation, ils ont pris des photos tridimensionnelles de son foie en collaboration avec un établissement en Allemagne. Les vaisseaux et les veines de Tenney devaient être compatibles avec ceux de Sloan. Le nombre de vaisseaux et de veines devait être le même. « Si j'en ai trop, je ne pourrai pas les entraver », a expliqué Tenney. L'état de Sloan se détériorait à ce moment-là, et sa famille priait pour qu'elle reste suffisamment stable pour subir une opération. Après une semaine d'examens physiques et psychologiques, les chirurgiens du Leahy Hospital et Medical Center de Burlington, dans le Massachusetts, ont retiré son foie en parfait état de fonctionnement et l'ont trouvé en parfaite santé. Ils ont retiré environ 20% de l'organe, l'ont rattaché à son corps et l'ont rafistolé. Le jour de l'opération, l'équipe a dû synchroniser l'arrivée du nouveau foie de Sloan avec l'ablation de l'ancien. Les deux opérations ont été un succès. Le foie de Tenney se régénérera au fur et à mesure de son développement, et le morceau perdu de son foie repoussera. Il est amusant de constater que le téléphone de Tenney soit rempli de photos de son foie en bonne santé, alors que celui de Sloan était noir, ratatiné et mort, selon St. James. 2 mois après l'opération, Sloan était toujours sous traitement médicamenteux pour éviter le rejet de l'organe et les infections. Bien que son problème ne soit rien de nouveau, les chirurgiens ont dit à la famille que quelques inégalités étaient inévitables. Le taux de survie après la première année est de 95%. Sloan consomme à nouveau du lait maternel, même si elle se rend encore régulièrement à l'hôpital pour enfants pour faire ajuster ses ordonnances, ce qui est prévisible. Les médecins disent qu'elle sera capable d'accomplir tout ce qu'une petite fille normale peut faire. Mais pour sa famille, l'adaptation a été difficile. Quant à Tenney, il a passé 5 jours à l'hôpital, puis est resté dans un hôtel près de l'hôpital avant de rentrer à la maison la semaine suivante. Bien que le rétablissement de ses forces ait été un processus difficile, il a repris son travail à plein temps la semaine suivante et a rendu visite à Sloan au Cap. C'est notre héros, ainsi que celui de Sloan. St. James a déclaré à propos de Tenney.
Il a tendu la main au moment où tout a commencé. Cela témoigne de son caractère et nous dit qu'il existe des gens bien dans ce monde. Des milliers d'enfants qui sont comme Sloan sont toujours en attente d'un donneur, en attente de leur propre héros. L'acte de générosité est au cœur de l'humanité et chaque être humain peut choisir de faire de même. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse exacte à la question du jour, le soleil. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.